Bah, prenez un microprocesseur moderne de 3 nanomètres, par exemple. On parle d'une surface d'à peu près 1 mm² sur laquelle on a genre 250 millions de transistors. C'est juste colossal quand on y pense. Ah mais c'est une prouesse d'ingénierie absolue, quoi. Un vrai chef-d'œuvre technologique où chaque impulsion électrique suit un chemin super rigoureux. La machine fait très exactement ce pourquoi elle a été programmée sans jamais dévier. Toujours prévisible. Voilà, toujours. Mais maintenant, pensez au virus de la Covid-19. Il mesure environ 100 nanomètres de diamètre, donc c'est à peu près la même taille que notre technologie de pointe. Voire plus petit dans certains cas, hein. C'est ça. Et génétiquement, c'est l'équivalent d'une clé USB presque vide. Ça code à peine une cinquantaine de protéines, pas plus. Vraiment le strict minimum syndical de la biologie, quoi. Exactement. Et pourtant, ce petit virus basique a réussi à mettre l'humanité tout entière à l'arrêt. Alors que notre microprocesseur ultra complexe, il reste notre serviteur bien docile. C'est le grand paradoxe, oui. Donc, bienvenue dans cette exploration d'aujourd'hui. Une plongée qu'on a conçue sur mesure pour notre auditoire. Aujourd'hui, on va vraiment extraire la substantifique moelle des sources qu'on a reçues, et plus particulièrement du livre The Complex World de David C. Krakauer. Un livre fascinant, franchement. Ah oui, parce que notre mission là, c'est de comprendre une chose fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on maîtrise parfaitement ce qui est infiniment compliqué, alors qu'on est si vulnérable face à ce qui est véritablement complexe? Bah, pour bien visualiser l'espace conceptuel dans lequel ces sources nous plongent, en fait, il faut imaginer un lieu un peu improbable. Genre quoi? Un labo secret? Un peu des deux, tu vois. Imagine, d'un côté de ma pièce, un vieux cabinet de curiosité de l'époque victorienne. L'air est saturé par l'odeur du charbon, il y a des engrenages en laiton partout, des petites machines à vapeur miniatures, des vieux manuscrits poussiéreux. Ambiance très 19e siècle, quoi, Sherlock Holmes presque. Voilà. Et juste de l'autre côté de la même pièce, un laboratoire d'intelligence artificielle hyper contemporain. Très stérile, très blanc, avec des schémas de réseaux neuronaux ultra complexes qui pulsent sur des écrans noirs. Le contraste total. C'est ça. Et en fait, c'est exactement là, à la friction entre ces deux époques et ces deux atmosphères, que se situe la naissance d'une science capable d'expliquer ce paradoxe entre la puce et le virus. D'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que le livre de Krakauer, il attaque direct le problème en traçant une ligne de démarcation vraiment nette entre deux visions de la réalité. Le système A et le système B. Oui, c'est sa grande séparation conceptuelle. Donc, le système A, si j'ai bien suivi, c'est notre microprocesseur. C'est la physique classique, l'ingénierie, la balistique. En gros, les sources nous disent que c'est un système fermé, réversible et fondamentalement gouverné par des règles prévisibles. Tout à fait. C'est le monde de l'horlogerie, en gros. Mais attends, classer une puce qui contient 250 millions de composants minuscules dans la catégorie des systèmes prévisibles, ça me pose un petit problème d'emblée. Ah bon, pourquoi? S'il y a des millions de pièces qui interagissent littéralement à la nanoseconde, mon intuition me dit que c'est la définition même de la complexité, non? Pourquoi l'auteur insiste pour dire que c'est pas le cas? Bah parce qu'il faut séparer radicalement la notion de compliqué de la notion de complexe. C'est pas du tout la même chose. Ah, c'est quoi la nuance, du coup? En fait, une puce électronique, un avion de ligne ou même un satellite spatial, ce sont des objets atrocement compliqués, vraiment. Ils nécessitent des millions d'heures de travail, des calculs fous, mais leurs règles internes sont fixes. Ok, ça ne bouge pas. Voilà. Le transistor numéro 4 millions ne va pas, décider soudainement de modifier son comportement pour s'adapter à une hausse de température imprévue en réécrivant son propre code, quoi. Il suit juste les lois de la physique. Exactement. La physique de l'état solide. Si tu connais la position et l'état de toutes les pièces, tu peux prédire le résultat final à 100%. Ça, c'est le système A. D'accord, je vois. Le système B, en revanche, c'est le monde du vivant et des structures sociales. C'est ouvert, ça dissipe de l'énergie de manière super chaotique et surtout, les règles d'interaction changent en cours de route. Genre un cerveau humain. Un cerveau humain, un marché financier, une termitière ou notre fameux virus pandémique. Ouais, est-ce que le virus, lui, il change ses règles de réplication en mutant pour contourner un vaccin, par exemple? Alors que la puce, elle fond si on lui applique trop de tension, point barre. Exactement. C'est une différence de nature, c'est pas juste une question de degré de complication. Tu sais, en lisant ça, j'ai pensé à une analogie. C'est un peu comme la différence entre une chorégraphie de ballet classique et un groupe de jazz en pleine improvisation. Ah oui, c'est une très belle image. Dans le système A, le ballet, tu peux avoir 100 danseurs sur scène qui font des mouvements d'une difficulté extrême. C'est hyper compliqué, mais chaque pas a été écrit des mois à l'avance, la musique est fixe, les positions sont vraiment millimétrées.
Tout est prévisible. Voilà. Alors que dans le système B, le groupe de jazz, il démarre avec une tonalité, ok? Mais les musiciens, ils écoutent la respiration du batteur, ils observent les réactions du public dans la salle, et du coup, ils modifient la structure même de leurs morceaux en temps réel. Le système s'auto-organise, quoi. L'analogie est très juste, car elle met vraiment en lumière le concept clé, l'adaptabilité. Le musicien de jazz cherche à survivre dans un environnement sonore volatile, tu vois. Ouais, tout comme le virus cherche à survivre dans un système immunitaire qui veut sa peau. C'est exactement ça. Sauf que cette adaptabilité, elle pose un problème existentiel énorme à la méthode scientifique classique. Ah oui? Pourquoi? Parce que pendant des siècles, la science s'est construite presque entièrement sur le réductionnisme. L'idée de base, c'était simple. Si tu comprends pas comment fonctionne une horloge, démonte-la. Regarde les petits rouages un par un. Sauf que si je démonte mon groupe des jazz, Voilà. Si tu démontes le groupe de jazz pour isoler genre le saxophoniste tout seul dans une pièce insonorisée, tu comprendras jamais d'où vient la magie de l'improvisation collective. c'est clair. Ma réductionnisme échoue complètement face au système B. En zoomant avec des microscopes sur les composants individuels, on ne fait pas que rater l'explication de la complexité, on perd littéralement la capacité de la détecter. Donc, si je comprends bien, on se heurte à un vrai mur épistémologique, là. C'est tout à fait ça, un mur monumental. Et le texte utilise une référence historique assez brillante pour illustrer la violence de ce mur, c'est Galilée et la révolution copernicienne au XVIIe siècle. Oui, le passage du modèle géocentrique au modèle héliocentrique. Quand Galilée publie son fameux dialogue sur les deux grands systèmes du monde, il met en scène le personnage de Salviati qui défend l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, et en face, il y a Simplicio qui représente l'autorité et qui s'accroche de toutes ses forces au vieux modèle où la Terre est immobile au centre de l'univers. C'est un dialogue de sourds. Exactement. Et le livre souligne que pour passer de la physique classique à la complexité, non, on doit traverser une crise intellectuelle qui est très similaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Est-ce que c'est juste, je sais pas, une question sémantique ou est-ce que ça redéfinit vraiment la réalité? Oh, c'est une redéfinition totale. Il ne s'agit pas de faire une simple petite mise à jour de nos connaissances. Il s'agit de changer complètement nos lunettes, notre perception de la réalité. Et pour ça, Krakauer mobilise des philosophes, non? Oui, pour formuler ce grand saut, il utilise de concepts philosophiques majeurs. D'abord, il y a les fameux jeux de langage de Ludwig Wittgenstein. C'est quoi l'idée en gros? Wittgenstein affirmait qu'on ne peut pas, par exemple, arbitrer une partie de Go en utilisant le livre de règles des échecs. Les mots, les concepts, les attentes des joueurs, tout est radicalement différent. D'accord, tu peux pas dire échec et mat au Go, ça n'a aucun sens. Voilà. Et le deuxième concept, c'est Thomas Kuhn et sa notion de matrice disciplinaire. Kuhn expliquait que la science normale fonctionne dans un cadre où toutes les théories s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un moteur. Sauf qu'on ne peut pas prendre un concept isolé d'un nouveau paradigme et l'insérer de force dans l'ancien. Exactement. Si tu ajoutes une batterie électrique de Tesla à un vieux moteur à combustion, la matrice explose. Rien ne marche. C'est comme essayer d'intégrer la relativité d'Einstein dans la mécanique de Newton. On ne peut pas juste prendre la vitesse de la lumière et la glisser l'air de rien dans les équations de Newton qui sont basées sur un temps absolu. Ah non, si on fait ça, les mathématiques s'effondrent. L'univers fonctionne plus, quoi. Il faut accepter que l'espace et le temps eux-mêmes sont élastiques. Il faut reconstruire toute la matrice. C'est ça. Donc pour étudier le fameux système B, le monde du vivant, il a fallu abandonner les horloges bien huilées de Newton et construire une nouvelle matrice disciplinaire. D'accord. Et la construction de cette nouvelle matrice, c'est vraiment l'une des histoires les plus fascinantes de la science, parce qu'elle n'a pas du tout émergé d'une découverte unique dans un laboratoire moderne avec des ordinateurs géants. Ah non, pas. Ça s'est passé comment alors? Elle s'est construite au XIXe siècle, de manière super fragmentée, autour de 4 piliers conceptuels qui ont été forgés par des penseurs qui observaient le chaos de la révolution industrielle. Waouh, le 19e siècle, donc on est en plein dans le charbon, là. En plein dedans. Ces 4 piliers sont l'entropie, l'évolution, la dynamique et le calcul. Et figure-toi que tout commence par une préoccupation très, très prosaïque, la machine à vapeur. Ouais, Sadi Carnot, en 1824. Les sources en parlent beaucoup. Et là, on est très loin de la théorie pure et abstraite. Carnot, c'est un ingénieur militaire français. Avec un esprit très pratique. Très pratique. Il voit ces énormes machines qui crachent de la fumée noire, qui pompent l'eau des mines, qui font avancer des locomotives, et il se pose une question toute bête de rendement. Comment on fait pour extraire le maximum d'énergie mécanique de la chaleur? Et c'est là qu'il fait une avancée majeure. Il comprend que le travail mécanique ne provient pas simplement de la chaleur elle-même, mais de la chute de température entre un corps chaud, donc la chaudière, et un corps froid, le condensateur.
C'est la différence entre les deux qui compte. Exactement. C'est ce différentiel qui crée le mouvement. Mais en étudiant ce flux, Carnot pose, même s'il ne le formalise pas complètement au départ, les fondations de ce qui deviendra la thermodynamique et le concept d'entropie. L'entropie, ce fameux mot qui fait un peu peur. Et il y a de quoi. C'est l'idée un peu terrifiante que dans tout système physique fermé, la qualité de l'énergie se dégrade, le désordre augmente inéluctablement. La chaleur se dissipe dans l'air et ne peut plus jamais être récupérée pour faire tourner la roue. L'univers tend fondamentalement vers l'usure, vers le chaos, quoi. C'est exactement ça. C'est la flèche du temps. Donc l'entropie pose la loi de la dégradation inévitable. C'est une force complètement aveugle. Mais pour qu'une machine ou même un organisme puisse survivre dans ce chaos, il faut bien trouver un moyen de la contrôler, de stabiliser le système. Ce qui nous mène très logiquement à notre deuxième pilier, la dynamique. Et là, on fait un bond en 1868 avec James Clerk Maxwell et son article fondateur sur les régulateurs. Les governors en anglais. Voilà. Maxwell observe un problème pratique super important. Une machine à vapeur industrielle, ça doit tourner à une vitesse très constante pour faire fonctionner les métiers à tisser, sinon ça déchire tout. Mais le feu dans la chaudière, lui, il fluctue en permanence. Un coup il fait trop chaud, un coup pas assez. C'est ça, et la solution mécanique qui existait déjà à l'époque, c'était le régulateur centrifuge qui avait été inventé par James Watt. C'est un mécanisme brillant, vraiment. Deux lourdes boules de métal attachées à un axe vertical qui tourne à la vitesse du moteur. Ah oui, je vois le truc, le mécanisme physique est magnifique. Si le moteur s'emballe et tourne trop vite, la force centrifuge pousse les boules métalliques vers l'extérieur et vers le haut, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce mouvement vers le haut, il actionne un levier qui vient fermer mécaniquement la valve d'admission de la vapeur. Donc il y a moins de vapeur qui entre et naturellement le moteur ralentit. Et en ralentissant, les boules retombent. Voilà, ce qui rouvre la valve, réinjectant de la vapeur. C'est hyper ingénieux. Mais c'est la description parfaite d'une boucle de rétroaction négative. Ce que Maxwell fait de révolutionnaire en 1868, c'est pas d'inventer ce mécanisme, parce qu'il existait déjà. C'est de le traduire en un langage mathématique pur. Il écrit les équations, quoi. Il écrit les équations différentielles qui décrivent comment un système peut corriger ses propres erreurs en temps réel pour maintenir un état d'équilibre. C'est littéralement la naissance de la cybernétique et de la théorie du contrôle. C'est fou. Maxwell prouve mathématiquement qu'une machine sans âme, qui obéit strictement aux lois de la physique, peut néanmoins poursuivre un objectif, comme maintenir une vitesse cible en s'adaptant à son environnement. Mais c'est un pas de géant, hein. Parce qu'on donne un comportement à une machine. Mais bon, cette machine, elle reste quand même emprisonnée dans son matériel. Oui, elle est coincée. Le régulateur centrifuge, il sait faire qu'une seule chose. Pour que l'adaptabilité explose vraiment pour aller vers ce fameux système B dont on parlait, il faut réussir à séparer le matériel, donc la quincaillerie, des instructions qui la commandent. Il faut inventer le logiciel. Il faut inventer le logiciel. Et ça nous amène au troisième pilier, le calcul. L'histoire croisée de Charles Babbage et d'Ada Lovelace dans les années 1830 et 1840. Ah, Babbage et sa machine analytique. Il conçoit les plans de cet immense calculateur mécanique fait de milliers d'engrenages. Mais attention, au départ, il conçoit cette machine uniquement pour faire de l'arithmétique pure, hein. Juste pour calculer des tables logarithmiques pour les marins, c'est ça? C'est ça, pour éviter les erreurs de navigation qui coûtaient des vies. Mais l'étincelle de génie, celle qui fait vraiment basculer cette machine dans la complexité, elle vient d'Ada Lovelace. Qu'est-ce qu'elle apporte, elle, exactement? Elle examine la manière dont Babbage compte introduire les données dans sa machine, en utilisant des cartes perforées. C'est une technique qu'il a empruntée au métier à tisser de jacquard. Ah oui, dans les métiers jacquard, des trous dans un carton dictent au fil de soie de se lever ou de se baisser. Le trou n'est pas un chiffre, c'est une instruction d'action physique qui crée un motif textile. Et c'est là que Lovelace réalise une abstraction fulgurante. Elle comprend que si la machine de Babbage peut utiliser ses cartes perforées pour manipuler des nombres selon des règles algébriques, alors ces nombres pourraient représenter autre chose que des quantités. Genre quoi? Des symboles. Si ces symboles représentent des notes de musique, alors la machine à engrenage pourrait carrément composer une symphonie. Elle écrit même, c'est une citation célèbre, que la machine analytique tisse des motifs algébriques comme le métier jacquard tisse des fleurs et des feuilles. C'est vertigineux. Non mais attends, c'est dingue de penser qu'en 1843, face à de bêtes dessins de roues dentées en laiton, elle conceptualise l'essence même de l'informatique moderne.
La séparation entre le hardware matériel et le software symbolique. C'est fou. Et presque au même moment, en 1854, il y a George Boole qui fait un saut conceptuel similaire avec la logique. Il invente l'algèbre booléenne. Les fameuses 0 et 1. Oui, il sépare la logique mathématique des mots du langage naturel et il crée un système binaire capable de modéliser les opérations de la pensée humaine de manière purement formelle. Donc, si on résume, on a la dégradation de l'énergie avec Carnot, le contrôle en boucle avec Maxwell et le traitement symbolique de l'information avec Lovelace et Boole. Il ne manque plus qu'une chose, non? Il manque une force capable d'assembler tous ces éléments sur des échelles de temps immenses. Une force capable de créer des formes d'une complexité ahurissante à partir de l'entropie et du chaos. Et ça, c'est le quatrième pilier, l'évolution par la sélection naturelle. Formalisé par Charles Darwin et Alfred Russel Wallace. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sources nous invitent à regarder Darwin d'un autre œil. C'est-à-dire? Pas seulement comme un biologiste en train d'observer des becs de pinsons sur les îles Galapagos, tu vois, mais vraiment comme quelqu'un qui décrit un processus profondément algorithmique. L'évolution, c'est pas juste la survie du plus fort dans un combat physique, c'est un algorithme. Ah ouais, d'accord. Darwin décrit un mécanisme qui scrute l'espace des possibles, en fait. Exactement. À chaque génération, le vivant produit des variations aléatoires. La sélection naturelle, elle, agit comme un filtre impitoyable et multidimensionnel. L'organisme qui traite mieux l'information de son environnement, qui gère mieux l'entropie et qui contrôle mieux sa dynamique interne, il survit, il transmet son code. C'est une procédure aveugle qui, juste par la répétition sur des millions d'années, génère la complexité qu'on voit dans le système vivant. Tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est un détail très particulier que partagent tous ces pionniers. Ah oui, j'allais y venir. En lisant les textes sur ces 4 piliers, il y a un truc qui m'a frappé de plein fouet. Les sources mentionnent que plusieurs d'entre eux, quand ils ont été confrontés aux limites du langage de leur époque pour décrire ce qu'ils découvraient, ils ont tous fait appel à la même métaphore étrange, celle du démon. C'est un aspect fondamental de l'histoire des sciences, oui. Maxwell, par exemple, pour expliquer comment on pourrait théoriquement défier l'entropie, il imagine une petite entité invisible capable d'ouvrir et de fermer une porte microscopique pour trier les molécules rapides et lentes. Le fameux démon de Maxwell. Voilà. Et Darwin, dans ses manuscrits, il décrit la sélection naturelle comme un être invisible, omniprésent, qui observe silencieusement chaque variation de chaque organisme, sans jamais se lasser. Et même Babbage fait ça. Dans un traité théologique, il imagine une entité qui programme une machine pour produire un événement si rare qu'il apparaîtrait comme un miracle aux yeux des hommes. Mais, enfin, je veux dire, pourquoi ils utilisaient tous cette imagerie un peu occulte? Ils ont soudainement basculé dans le mysticisme ou quoi? Ah mais non, et c'est là tout le génie de cette observation. Il ne devenait pas du tout mystique, il souffrait juste d'un énorme vide lexical. Il leur manquait des mots. Au milieu du 19e siècle, des mots comme algorithme, autonome, sous-programme, fonction de traitement de l'information ou intelligence artificielle, ça n'existait pas. Mais oui, c'est fier. Comment un cerveau de l'époque victorienne peut-il conceptualiser un processus qui prend des décisions de manière invisible, qui trie des informations et qui produit des effets structurés sans l'intervention d'un opérateur humain et sans rouage évident? C'était impossible avec leur vocabulaire. Le seul cadre conceptuel dont il disposait pour décrire une entité immatérielle avec une fonction logique agissant sur le monde physique, c'était la figure mythologique du démon ou de l'esprit. Le démon de Maxwell ou de Darwin, ce n'est rien d'autre que la première conceptualisation maladroite d'un algorithme. C'est une révélation incroyable quand on y pense. Ils voyaient déjà les ombres du code informatique un siècle avant l'invention des transistors. C'est vertigineux. Mais ce qui rend cette histoire encore plus captivante dans les documents qu'on a, c'est de réaliser que tous ces concepts supermassifs n'ont pas émergé dans des universités complètement isolées. Ils ont infusé dans le même réseau social très très mondain de l'Angleterre victorienne. La concentration de ces génies dans un même cercle social est stupéfiante. Les idées circulaient dans des salons avec des tapisseries épaisses, tu vois le genre. Les soirées extravagantes de Babbage, par exemple. Ah oui, organisé chez lui au 1 Dorset Street en plein Londres, c'était le véritable épicentre de l'intelligentsia européenne. Mais c'est ouf d'imaginer la scène. T'es à un dîner, les verres teintent, et dans un coin du salon, t'as Ada Lovelace qui est en train de débattre du potentiel des machines à tisser l'algèbre avec Michael Faraday, le maître de l'électromagnétisme, et peut-être que Darwin écoute distraitement en fumant un cigare dans le fauteuil d'à côté.
C'est le multiverse avant l'heure. L'histoire regorge de ces rencontres. Boole et Babbage se sont croisés physiquement à l'exposition internationale de Londres en 1862. Les fondations de la cybernétique, de la logique binaire et du calcul mécanique étaient toutes dans la même pièce. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les sources sont remplies de petits potins, des anecdotes qui brisent complètement le mythe du génie ascétique enfermé dans sa tour d'ivoire. Ah, tu penses à l'anecdote sur les incendies? Oui, Darwin note dans son propre journal une interaction savoureuse avec Babbage. Apparemment, Babbage détestait le bruit de la rue londonienne et avait un caractère assez Irascible. très grincheux, oui. Et il prétendait avoir inventé un système infaillible pour éteindre les incendies urbains. Mais comme il était perpétuellement exaspéré par ses concitoyens, Darwin rapporte que Babbage s'est exclamé « Je ne publierai rien de cette invention, qu'ils aillent au diable, que toutes leurs maisons brûlent ». Cette anecdote est tellement délicieuse. Elle réintroduit tout le chaos humain dans cette genèse intellectuelle. Mais bon, elle souligne aussi par contraste une réalité beaucoup plus tragique sur le plan scientifique. Tragique comment ça. Malgré toutes ces interactions mondaines, ces dîners et ces expositions, ils ont souffert de profondes déconnexions. Ils discutaient ensemble, oui, mais ils ne voyaient pas comment leurs travaux s'assemblaient. Ils n'ont pas fait le lien final. Le puzzle de la complexité était littéralement étalé sur la table de leur salon, mais personne n'a réussi à assembler les pièces de son vivant. C'est le paradoxe de la spécialisation, je suppose. Ils étaient tous enfermés dans leur propre matrice disciplinaire. Totalement. Prenons Alfred Russel Wallace, par exemple. Il découvre la sélection naturelle en même temps que Darwin, ok? Mais à la fin de sa vie, il est incapable de lier l'évolution biologique aux capacités cognitives supérieures. Ils bloquent sur l'intelligence humaine. Voilà, il regarde les mathématiques prodigieuses que l'esprit humain peut produire, et il conclut que l'évolution darwinienne purement biologique ne peut pas expliquer une telle abstraction. Et puisqu'il ne voit pas comment le cerveau biologique engendre le logiciel mental, devine ce qu'il fait. Ils partent dans le mysticisme. Il se tourne vers le spiritisme. Il conclut que notre esprit mathématique est la preuve irréfutable de l'intervention d'un monde spirituel invisible. Waouh. C'est un tragique aveu d'impuissance quand même. Un des pères fondateurs de l'évolution biologique qui fait appel aux esprits frappeurs pour expliquer l'intelligence. Et le miroir inversé de ça, c'est George Boole. Boole décortique magistralement les lois de la pensée, il formalise la logique sous-jacente de l'esprit, mais quand on lit ses travaux, on constate une ignorance spectaculaire de la biologie. Il s'en fichait. Il étudie la pensée en tant qu'abstraction pure, tu vois, totalement déconnectée du cerveau organique qui la produit, des fluides corporels, de l'histoire naturelle. L'un voit le matériel biologique mais bloque sur le logiciel mental, et l'autre formalise le logiciel mental mais ignore totalement le matériel biologique qui le fait tourner. C'est fou. Il aura vraiment fallu attendre le XXe siècle, avec des figures comme John von Neumann ou Alan Turing, pour que tout ça, la thermodynamique, l'informatique, la biologie évolutive et le contrôle, fusionnent enfin, pour donner naissance à la véritable science de la complexité. Exactement, la synthèse finale. Eh bien, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a analysé aujourd'hui, on réalise que cette science de la complexité, elle nous offre la seule véritable lentille pour comprendre le monde qui nous entoure. C'est notre seule grille de lecture valable. La thermodynamique nous montre que tout tend vers le chaos. La théorie du contrôle de Maxwell nous explique comment les systèmes créent des boucles physiques pour se stabiliser contre ce fameux chaos. L'informatique de Lovelace et Boole nous montre comment l'information peut être codée indépendamment de la matière. Et l'évolution darwinienne lie le tout, en agissant comme le filtre qui pousse les systèmes à s'adapter perpétuellement. C'est un très beau résumé. C'est vraiment l'assemblage de ces forces qui transforme, je sais pas, une soupe de produits chimiques aveugles en un virus capable de contourner nos défenses ou un ensemble de neurones en un cerveau humain capable de s'interroger sur sa propre existence. C'est clair. Et la frontière entre le mécanique qui exécute des règles fixes et le complexe qui réécrit ses propres règles pour survivre, ce n'est plus un simple débat académique confiné au salon du 19e siècle. C'est le défi le plus urgent de notre décennie actuelle. Bah oui, et ça donne un éclairage redoutable sur l'époque dans laquelle on est en train d'entrer aujourd'hui avec nos propres technologies. Je suis fascinée par ça d'ailleurs, et je laisserai ceux qui nous écoutent avec cette dernière réflexion. Pendant toute l'histoire de l'informatique, depuis les cartes perforées de Babbage jusqu'au début d'Internet, nos créations appartenaient fermement au système A. C'était des microprocesseurs prévisibles. Elles étaient prévisibles, compliquées mais fermées. Mais aujourd'hui, avec l'apprentissage profond et l'intelligence artificielle générative,
Nous construisons des algorithmes qui ne suivent plus un arbre de décision programmé sagement par des ingénieurs. Ils apprennent tout seuls. Nous créons des architectures neuronales qui ingèrent le chaos des données du monde réel, qui s'auto-organisent et qui développent des capacités émergentes que leurs propres créateurs ne peuvent ni anticiper, ni expliquer mathématiquement. En cherchant l'efficacité absolue, est-ce qu'on n'est pas en train de forcer nos propres outils technologiques à migrer du système A, où nous en sommes les maîtres absolus, vers le système B? Et si nos algorithmes deviennent de véritables entités adaptatives du système B, qui obéissent à de nouvelles lois évolutives qu'on ne maîtrise pas encore, on pourrait très bien se retrouver, tout comme avec ce minuscule virus pandémique, réduit au rang de simple victime de la complexité qu'on a nous-mêmes enfantée. La boucle serait bouclée? Le marbre rigide de notre ingénierie est littéralement en train de fondre pour devenir une jungle biologique vivante et imprévisible. C'est une pensée fascinante, mais profondément vertigineuse. Merci d'avoir parcouru cette évolution historique et conceptuelle avec moi aujourd'hui. Le monde complexe n'a définitivement pas fini de se redéfinir sous nos yeux.